pas de les brusquer. Et bien donc, sûr. Il faut y aller doucement, juste au point où elle prend confiance, elle ait confiance en nous. Et là, elle vous dit, au fait, vous, docteur, je vous ai menti, c'est vrai qu'il y en a, voilà, et voilà. Et là, on saura gérer. Voilà, vous voyez. Et déjà, lorsqu'elle avoue, déjà, elle est dans notre main, c'est bon. Exactement. Elle est arrivée à avouer, on peut la gérer et on peut l'orienter vers vous. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la médecine esthétique est devenue, on va dire, banale et plus avant, à un certain moment, c'était assez tabou de dire, voilà, je vais peut-être même cacher une cicatrice, même peut-être combler des rides. Mais est-ce que vous avez remarqué dans votre cabinet qu'il y avait plus de fréquentation et est-ce que c'est devenu banal de venir voir un médecin? Non, pas encore. On est toujours on a toujours avec la phrase de docteur, s'il vous plaît, si ma collègue vient, vous lui dites pas. S'il vous plaît, on a toujours ça. Alors là, pour les hommes, c'est pire encore. Les hommes, comme si qu'il allait se maquiller, au fait. Il se traite lui aussi. C'est tabou. Oui. Et donc, non, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Les femmes, elles sont plus ouvertes d'esprit et tout. Mais on a toujours cette peur de dire que je suis passée chez le médecin esthétique, comme quoi que je suis assez parfaite pour... Voilà, c'est moi-même. Je suis parfaite à la base, je ne me suis pas faite piquer, je me suis pas... j'ai pas fait de soins, en fait. Donc, cette question, elle y est toujours. On aimerait bien arriver à ce stade-là, de dire que j'ai fait mon botox, j'ai corrigé mes rides, j'ai restauré mon volume, j'ai fait mon cerne, j'ai amélioré ma cicatrice de brûlure que j'avais tant d'années, regardez, elle est mieux parce que j'ai été voir un médecin. Voilà, on aimerait bien avoir ça. Mais ça se voit sur leur visage, pardon. En fait, ça se voit le lendemain, par exemple. Moi, au niveau des lèvres. Voilà, ça se voit, c'est tellement visible maintenant qu'on ne peut pas ne pas déceler une chirurgie, un soin ou tout simplement une injection. On ne peut plus cacher ça. Exactement, c'est trop visible. L'effet, je parle de l'effet des lèvres et l'effet au niveau du regard. Même le nez maintenant. Le nez, il est bizarre. D'ailleurs, quand on voit les personnes de profil, encore une fois, parce qu'on est connecté, on voit, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est pas équilibré. Ça, c'est quand vous connaissez la personne. Voilà, quand on ne connaît pas la personne, on a du mal. La personne, elle est comme ça. Donc, on n'oserait pas lui dire que voilà, c'est beau, ça s'est amélioré, ou vous l'avez toujours eu ce nez, ou on ne peut pas lui demander ça. Par contre, une personne que vous avez déjà connue, vous connaissez ses périmètres, nous on parle de chiffres. Hein. Voilà. Donc, vous avez sa photo initiale. Et donc, vous le saurez, bien sûr. Par contre, il y a des traitements, surtout quand on parle de relâchement, c'est des traitements qui donnent le résultat au fur et à mesure. Donc, ça donne un résultat dans le temps. Là, vous l'avez vu, aujourd'hui, elle a fait au fait son soin hier, vous ne voyez rien du tout. Vous pouvez la voir dans 15 jours pour lui dire, ça a changé chez toi. Il y a quelque chose qui a visage un peu plus, c'est harmonieux, c'est beau, t'as une bonne mine, t'as un beau nez. Et pourtant, ça fait 15 jours que vous l'aviez vu. Et donc, il y a des méthodes où le résultat se voit au long terme. Plus tard, au long terme. Et c'est mieux, je pense. Oui. Et bien sûr, pendant l'entretien avec le patient, vous informez des risques qu'on peut avoir après. Oui. Au fait, c'est la première cause de peur des patients d'aller voir le médecin. Pas tous. Pas tous. Oui, pas tous. On va y arriver. Justement. Au fait, il faut informer le patient des risques. Il faut leur dire que, bon, voilà, vous avez donné l'exemple des lèvres. Alors, l'augmentation des lèvres, madame, dites-vous que vous aurez 3 jours d'œdème. Et l'œdème, il peut s'agir d'un œdème, d'un bon œdème, comme il peut s'agir d'un petit œdème. Il faut savoir, madame, que vos lèvres sont trop fines, au point où, après disparition de l'œdème, vous aurez une petite augmentation. Peut-être que vous serez très content au début, mais après, vous serez peut-être pas assez contente. Parce qu'au fait, les petites lèvres, elles consomment vite fait l'acide hyaluronique la première fois. Et donc, madame, dites-vous que vous aurez à injecter encore une fois pour avoir le résultat souhaité. Et donc, on doit les informer. Madame, vous risquez d'avoir un bleu. Si vous avez un entretien, une sortie, dites-vous ça. Pour le botox, madame, durant les 15 jours, vous aurez des anomalies. Vous aurez un sourcil qui monte, vous aurez des tiraillements, vous ne saurez pas quoi faire. Les gens vont vous dire pourquoi ça c'est monté, ça c'est 10 jours de panique, hein, quand même. Et donc, on doit les informer.
On disait pas tous parce que maintenant, malheureusement, on trouve des influenceuses qui impactent énormément. Et là, on donne des adresses d'esthéticiennes, non pas de médecins, de docteurs en médecine esthétique. C'est de simples esthéticiennes. Enfin, je dis simple, elles sont formées pour faire l'esthétique, voilà, exactement, et non pas pour des actes médicaux. Il faut rappeler aussi que c'est un acte médical qu'il faut faire très attention et ne pas aller chez n'importe qui. Oui, c'est ça. Au fait, l'aiguille, elle n'est tenue que par un médecin ou bien un infirmier sous la tutelle d'un médecin. Donc, au-delà, personne ne prend la seringue dans sa main. Ça, c'est de 1. De 2, vous allez me dire pourquoi elle préfère aller chez l'esthéticienne. Pourquoi face à un médecin, face à l'esthéticienne, dans la nature humaine, on choisit le médecin. C'est plus fiable. Oui. Il y a aussi le coût. Il n'y a pas que le... Vous savez que les esthéticiennes, les gens qui vont chez l'esthéticien, c'est des gens aisés aussi. Hein. Donc, moi, ce que je pense et ce que je trouve que c'est plus logique, c'est que l'esthéticienne, elle confirme... Elle confirme le résultat à 100%. C'est-à-dire, madame, j'aurai disparition du relâchement. Oui, la réponse est oui. Le médecin, il va répondre par oui, je vais améliorer. Je voudrais bien arriver à un résultat de 100%. Je veux bien l'avoir. Mais moi, ma tâche, c'est d'améliorer le plus possible, le plus possible un relâchement de cette patiente. Et donc, la patiente, qu'est-ce qu'elle va choisir? Elle va choisir celui qui lui donne le 100% de résultats. Elle ne va pas me choisir moi qui... Peut-être qu'une esthéticienne qui va dire « Ok, je gonfle un maximum les lèvres alors qu'un médecin va dire « On va y aller étape par étape, un petit peu pour commencer et progressivement, on verra si ça vous va. » En fait, l'esthéticienne donne une certitude de résultats. Elle donne un avis de 100% de résultats. Par contre, le médecin, je trouverai aucun médecin qui va vous donner le 100%. Même si on sait qu'on aura le 100% de la disparition des rides. On ne le dit pas. On dit qu'on va améliorer un pourcentage très élevé. Mais le 100%, on voudrait bien l'avoir. On pourrait l'avoir. Mais ça reste toujours à vérifier après le résultat. Et donc, c'est cette phrase-là qui dérange les patientes. Les patientes cherchent après une phrase de certitude. Donnez-moi la confirmation de résultat. Je veux avoir une confirmation. Et là, on détecte qu'il y a une frustration terrible. C'est-à-dire des gens comme ça qui ne sont pas à l'écoute du médecin, puisque lui, il est plus modéré, plus logique. Il va dire les choses comme elles sont. Il n'est pas là commercialement parlant. Contrairement à certaines, on ne généralise pas, certaines esthéticiennes ou pratiquantes de ces actes-là, les gens ont cette angoisse, ce choc, ce traumatisme qu'ils veulent absolument estomper à travers l'effet du Botox ou autre. Exactement. Alors, il faut réellement avoir, comment dirais-je, une communication entre les médecins et les psychologues et les coachs pour pouvoir réellement venir en aide à cette personne. Parce que vous allez avoir des gens... Moi, personnellement, si j'analyse que cette personne a une bonne estime d'elle-même et réellement cette cicatrice ou ces lèvres, on va dire, qui sont trop fines ou ce nez qui nécessite peut-être une petite correction vient venir embellir sa personne, renforcer sa confiance en elle-même, son estime d'elle-même, cette image idéaliste qu'elle souhaite obtenir, je dis oui, on y va, pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut me rendre une vie meilleure. Yallah. Mais une personne qui a des traumatismes, un refus, plein de frustrations, je préfère déjà travailler sur le plan psychologique, ensuite aller vers le côté... Et puis ces personnes-là, vous savez, elles ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas. Une frustration. Elle injecte les lèvres, elle injecte le cerne, puis elle injecte les pommettes, et puis elle tombe sur un bon médecin qui vraiment la conseille bien comme il faut. Mais malgré ça, l'embête pour faire autre chose. Parce que madame, elle cherche une acceptation d'autrui. Elle ne s'accepte pas déjà elle-même. C'est une personne qui a beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Et à travers le médecin,
elle cherche de l'aide. Alors, تقول لك عاونيني باش نتقبل نفسي باش المجتمع pour que la société m'accepte parce que la société en constance nous frustre et nous met des prototypes idéalistiques. Mais si on ne s'accepte pas soi-même, la société ne pourra pas nous accepter. Jamais. Ça commence par soi. Et puis quand il y a le refus du médecin, elle est obligée, bon, il y aura aucun médecin qui va accepter de restaurer un visage assez bousillé, désolé pour le terme, et là, elle va chercher chez le centre de beauté, chez l'esthéticienne, une petite amélioration, s'il vous plaît, si c'est possible. Et l'esthéticienne, bon, celles qui ont une conscience serait bien, mais disons, celles qui l'ont pas, déjà, tenir la seringue, déjà, ça veut tout dire. Et là, on aura à bousiller encore plus ce visage-là, une personne qui sera détériorée de l'intérieur, moralement, et puis physiquement. Et on va y revenir justement sur justement les personnes qui se retrouvent avec des catastrophes, comme on le disait au début, parce qu'elles ont été injectées, mal injectées ou autres, qu'elles ont subi un acte médical de la part d'une personne qui n'a pas été formée. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir de notre journaliste Yasmine Belhidja et on revient tout de suite après. Personnellement, je suis tout à fait contre les soins esthétiques dans les salons de coiffure. Je suis plutôt pour peut-être corriger quelques défauts. Mais au niveau des cliniques avec des spécialistes, des dermatos, surtout les dermatos. Donc pour les soins comme ça, personnellement. Peut-être nettoyage de peau, les coiffures, peut-être ça. Mais toucher aux yeux, le nez, la bouche, non, je suis contre. Dans des instituts de beauté, du moment que c'est des coiffeuses, des esthéticiennes, donc ils ne sont pas compétents pour faire pour certains actes comme l'injection du Botox par exemple. Donc il y a des règles à respecter, des règles d'hygiène et un matériel, et puis il y a le geste qui doit être fait par un médecin. Et ça peut donner des risques d'infection. Des abcès, on a vu que même le fait de le faire comme surtout sur le visage, ça peut laisser des séquelles irrémédiables. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. On ne joue pas avec la vie des gens, comme ça bêtement. Avec des gens qui ne sont pas du tout du domaine. Des dégâts, il y a des gens qui ont perdu la vue. Je connais une femme, elle a fait de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, c'est une molécule très lourde. Donc elle a fait à ce niveau-là, et elle a eu des complications, mais très 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 graves. Je suis un petit peu du domaine. Je conseille toutes les femmes et les filles de ne pas s'approcher à la chirurgie comme ça, sur un coup de tête ou là, dans des salons de coiffure. C'est très dangereux, vraiment très dangereux. Et moi, je ne le ferai jamais. Je crois que c'est dangereux parce que les filles دوكا يكلخوا un petit prix زعما يروحوا باش يبدلوا les trucs هكا ويشوفوا تاني sont influencés par des influenceuses هكا في السوشيال ميديا et tout donc يروحوا يديروا n'importe quoi des gens ما عندهمش دبلوم et tout في le domaine كيما في البوتوكس ومن بعد ما يقدروش يعاودوا يولوا par exemple كيما كانوا. Même les filles, ils me donnent un effet naturel, qui met de préférence à rester naturel. Sinon, salon de coiffure, je suis contre. Normalement, ما تروحش كاع له. Même سواء لا بو ديالها ولا نيتواج دو بو ديالها نورمالمون ما تروحش ليه تروح لواحد جو بريفير يكون خاص بهذاك الشيء ما تروحش للصالون دو كوافور. ميم تلقاي ميم زعما صالون دو كوافور انا وحده نروح عند واحد يكون زعما صح يكون خاص بهذاك الشيء ماشي صالون دو كوافور نامبورط كي. يديروا البوتوكس يديروا باش ينفخوا شواربهم يديروا الخيط باش يطلعوا هادو اسمهم حواجبهم يديروا ميم هنايا باش يطلعوا خدهم باش يديروا التكساس هنايا اللي زعما وجهها يجي مدور دير التكساس باش تواسي الاسم ديالها فوالا تنفخ شواربها يطلعوا نيفهم يديروا كاين يروحوا ديجا اصلا كاين هذيك لي فوسات تروح للصالون دو كوفور ديرها تريسكي بوجهها ماشي حاجه مخبيه ولا تريسكي بوجهك تروحي عند صالون دو كوافور اللي هي ما باش واقيلا ما راهيش قايتك ماش كاع قاريه لا بيان وشي هكا تعلمت هكا برك. Pour moi, c'est très dangereux parce qu'il y a des femmes, on peut même pas voir leur gueule.
Donc je préfère un médecin, il n'y a pas mieux qu'un spécialiste. Au lieu de trouver la coiffeuse à la 5 000 dinars de moins ou la 10 000 dinars, je préfère le médecin. Il fait son travail parce que c'est connu. L'esthétique maintenant c'est à la mode, mais bon, il faut tomber dans les bonnes mains. أنا نشوف على كل حال في انستا في لي ريزو تلقاي زعما حالات كارثة هكا شواربها ولا قد هاك ولا نيفها قد هاك ولا كاين يديروا تانيك في ودنهم ينقصوا ودنهم ولا غير كاين يديروا ودنهم ربي يهديهم على كل حال. Il faut éviter d'aller chez n'importe qui. Il faut consulter un médecin spécialisé en la matière. Il y a des médecins de chirurgie qui font de la chirurgie esthétique qui sont plus aptes à le faire. Et voilà, on a vu l'avis justement des patients. Alors, quels sont les risques potentiels associés à certains actes? C'est un acte médical, même si c'est esthétique, c'est un acte médical. Et comment les minimiser? Quels sont les risques réels quand on se fait injecter là où il ne faut pas? Qu'est-ce qu'on risque réellement? Bon, on va donner des exemples. Oui. Parlons du Botox. Alors, un Botox qui s'injecte, au fait, le Botox, il s'injecte, c'est sélectif. Il s'injecte à un endroit bien précis, dans un muscle bien précis. Il fait un relâchement de muscle. Et donc, il faut relâcher ce muscle-là qui nous donne cette ride-là. Si le produit diffuse autrement ou si le produit est injecté dans un autre muscle qui ne consiste pas à cacher cette ride-là, on aura une autre anomalie parce que chaque muscle a sa réaction, nous donne une réaction dans le visage. Et donc, on peut avoir même des diplopies. Hein, vous savez, il y a les muscles de l'œil. Diplopie? Un strabisme. Ah, d'accord. Voilà. Transitoire. On peut avoir un strabisme oui. Parce qu'on a eu une injection qui s'est faite au mauvais endroit. Si on injecte vraiment trop près de l'œil et que le produit diffuse vers les muscles de l'œil, les muscles internes, on peut avoir une diplopie, un strabisme qui peut durer 3-4 mois. Alors, des yeux normaux qui deviennent convergents, c'est aussi, ça gêne, c'est gênant. Oui. Voilà. On peut avoir aussi... si c'est par exemple injecté dans une veine, par exemple. Si c'est injecté dans le veine, le Botox, on ne craint pas grand-chose. En fait, on aura un hématome, c'est vrai, une collection de sons, on aura un bleu, peut-être un peu trop, mais ça va disparaître. Ça disparaît. Mais au fait, c'est la diplopie qui gêne. Ça, c'est quand on parle du Botox. Si on parle du filler, le filler, c'est un produit. Il est assez dense. Il peut combler l'intérieur d'une veine ou d'une artère. S'il est déposé dans une artère, là, on risque d'avoir un arrêt de l'irrigation du tissu qu'il y aura. Et donc, on aura une nécrose du tissu. Donc, là où elle va, cette artère, elle va irriguer l'œil, ou elle va irriguer la peau, ou elle va irriguer un certain endroit, le sang ne pourra pas passer, on aura une nécrose. Une nécrose, ça veut c'est dire... une mort tissulaire. Ouh là là. Donc, voilà. C'est la peau ou c'est C'est la peau qui desquame, qui devient noire dans un territoire précis. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est récupérable, on va dire. C'est récupérable parce que le médecin, c'est très rare de le faire parce que lors de l'injection, on a des trucs à faire, on a des gestes à faire pour savoir si on est dans la veine, dans l'artère, si on ne l'est pas, si on est en plein tissu, si on est juste devant l'os. On saura, nous, le détecter. En tant que médecin, oui, mais en tant que personne non formée, non. Oui, voilà. En tant que médecin. Et donc, on saura échapper à cet accident. Par contre, si le médecin est un être humain, l'erreur est tout à fait possible. Et donc, si on fait l'erreur d'injecter dans une artère, le patient, on saura le détecter. Il y a des signes qui vont apparaître et qui nous indiquent qu'au fait, on a injecté dans une artère et on aura à faire notre prise en charge. Et donc, on saura dissoudre ce produit-là, comment le dissoudre, comment le diluer, parce que même le produit qui dilue l'acide hyaluronique, il est très allergène. Voilà, il est très allergène. Et donc, on risque de... J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Hyaluronidase. Hyaluronidase, voilà, exactement. Voilà. Maintenant, hyaluronidase, ça prend. Le nom, il est pris de acide hyaluronique. Oui. Maintenant, si on injecte un autre filaire, parce qu'il n'y a pas que l'acide hyaluronique, on peut injecter un autre filaire là où il n'y a pas l'antidote. Et donc là, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait un médecin qui saura quand même son anatomie, il aurait par cœur.
su pour savoir là où injecter le produit. Parce que une artère ophtalmique qui est vraiment interrompue durant 40 minutes pourrait causer une nécessité. On pourrait perdre son œil, carrément. Oui, on pourrait parce qu'on a voulu cacher la patte d'oie, par exemple. Voilà. La patte d'oie, elle est de ce côté. En fait, si on injecte un cerne, le cerne... C'est vrai que c'est très à la mode en ce moment de cacher ses cernes avec des injections. C'est pas à la mode, il le faut. C'est ce qu'on voit sur les réseaux. C'est logique. Et donc, si on comble un cerne et qu'on tombe sur l'artère ophtalmique et qu'on arrive à arrêter l'irrigation, au bout de 40 minutes, on a une cécité. 40 minutes 40 minutes, oui. Au bout de 40 on pourrait perdre son œil en 40 minutes parce qu'il n'a pas été injecté là où il faut. Oui, c'est possible, oui. Et donc le médecin, il pourra détecter. Il y a le flou visuel, le patient qui va rappeler des signes, qui va ramener des signes, qui va pousser. Ces signes-là vont pousser le médecin à réagir le plus tôt possible. Parfois, on est amené à reconvoquer le patient dès sa sortie. Il sort au bout d'un quart d'heure. Béba, je sens ça, je sens ça, je sens ça. Revenez, je suis là. Même si c'est la fin, ça nous est arrivé de revenir la nuit au cabinet avec la patiente pour voir si c'est vraiment une urgence ou pas. Oui. Ça se fait et il n'y a que le médecin qui pourra faire ça. C'est quand même assez grave, c'est même effrayant. Oui, maintenant, si on parle de hématome, c'est vrai que c'est pas beau l'hématome, c'est vrai que les bleus c'est pas beau, mais ça passe quand même, c'est transitoire, on saura donner un traitement, on saura, s'il y a une infection, on saura donner un traitement quand même. Maintenant, si on est sur les petites chirurgies, là où il y a un passage sur un nerf avec les fils tenseurs, ou bien un passage sur une artère, ou là, il y a aussi une autre prise en charge que le médecin pourra gérer. Là, on va vraiment prescrire une ordonnance et parfois on est amené à faire des examens complémentaires pour détecter cette anomalie qui a été causée par le passage du fil ou du bisourire. Et donc, oui, les risques sont dangereux. Les risques sont là, oui, ils sont dangereux, mais le médecin, il pourra réagir quand même. Est-ce que vous avez eu des patients ou des patientes qui sont venus justement pour rattraper ce qui a été fait chez une personne qui n'a pas été formée, qui n'est pas formée en médecine? Oui, on l'a eu déjà, oui. Je vous ai montré. Oui, tout à l'heure dans les coulisses, oui. Je vous ai montré. Donc oui, il y a des gens qui ont été injectés chez des non-médecins. Déjà, s'injecter chez un médecin, quand même, ne cache pas le risque. Il est toujours là, le risque. Alors, chez un non-médecin, le risque, il est encore plus élevé. Et donc, oui, on pourra avoir des cernes assez au fait, le cerne, c'est une perte de volume. Et la poche, c'est le contraire. Donc, c'est le produit qui sort. Oui. Et donc, la patiente ne tolère plutôt un cerne creux. Qu'on peut cacher avec du maquillage. Oui, qu'une poche. Aussi, des sourcils qui montent et qui descendent, des paupières tombantes. Bon, c'est vrai qu'on peut gérer ça, que ça va disparaître dans quelques temps, mais quand même, il faudra gérer ce patient-là pour qu'il patiente. Des nécroses qui commencent à apparaître, parce que la nécrose, quand elle commence à apparaître, on a des signes, on a une blancheur de peau, on a des squames et tout, le temps de gérer, de masser, d'enlever le produit et tout. Quand même, c'est une torture aussi. Oui, c'est une torture aussi pour le patient et pour le médecin aussi, parce que déjà, on est face à un produit qu'on ne sait pas lequel, l'endroit, on ne sait pas lequel. En fait, on suit ce qu'on a sur le visage, on suit ce que dit la patiente, la couleur, les signes, et c'est à l'aveuglette un petit peu pour corriger ça. Mais bon, pour l'instant, Dieu merci, on est arrivé à moi, mes collègues, tout le médecin, on est arrivé à sauver, à sauver des vies carrément. Des fois, c'est le mari qui appelle la nuit, il nous dit voilà, ma femme s'est fait injecter, voilà, s'il vous plaît, docteur. Quand c'est un homme, on est obligé de réagir, parce que vu que l'homme déjà a appelé pour sa femme, c'est que c'est vraiment. C'est qu'elle est dans un état vraiment très très grave. Voilà. Oui. Alors, comment guider quelqu'un qui envisage de subir des traitements, enfin des interventions, on va dire, esthétiques pour des raisons d'image de soi ou de pression sociale? Comment le guider? Comment lui parler? Comment l'apaiser déjà par rapport à ça? S'il a une pression sociale, c'est-à-dire que là, on détecte que cette personne n'a pas confiance en elle-même, il n'y a pas une acceptation de soi, ni une estime de soi, il faut revenir en arrière, voir
d'où, comment, qu'est-ce qu'il en est, travailler tous ces volets-là. Ensuite, on va réellement ensemble s'il y a lieu réellement d'aller chez le médecin ou quand on guérit la personne et elle se dissocie de ses traumas, elle peut elle-même changer d'avis et voir par elle-même sa beauté. Et la considérer et l'évaluer. On n'est pas dans tous les cas nécessiteux d'un soin médical ou un soin esthétique pour pouvoir s'accepter soi-même. C'est relatif. Si je vais vers le médecin parce que je veux embellir, ça, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation de soi, c'est juste que je voudrais modifier quelque chose. Mais si je vais vers le médecin parce que je ne m'accepte pas, là, il n'y a pas lieu. Parce que le médecin ne va pas vous donner cette solution. À chaque fois, vous allez repartir. Il faut aller chez le psychologue, chez le coach. C'est lui qui va détecter réellement la douleur qui est somatisée, hein, et la guérir. Et par la suite, on pourra avoir le vrai besoin s'il y est ou pas. Si on est guéri à l'intérieur, on pourrait même s'en passer. Exactement, on pourrait s'en passer. Parce que réellement, moi, je trouve qu'il y a certains cas où on a besoin d'aller chez le médecin. Mais en généralité, on n'a pas besoin de ces comblants esthétiques. Parce que, comme a dit le médecin au début, Khalqallah, il est magnifique. Oui. Il est magnifique. Il n'a pas besoin de ce comblement esthétique, je trouve. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est Wahida. On va parler des beautés des mains et des pieds. Exactement. Avec Wahida Selimchif pour sa rubrique Oui Cher. Après ceci. Alors, on parle de beauté, d'esthétique, de bien s'entretenir. Donc l'été est là, les doigts et les pieds sont sortis. C'est le moment idéal pour prendre soin de nos mains, de nos pieds. Donc on prend rendez-vous chez l'esthéticienne, salon de beauté. Donc il y a même des petits studios qu'on appelle des studios pour faire ses ongles. Barres à main. Oui, les barres à main aussi. Oui, exactement. Donc, on a des enseignes qui se sont spécialisées dans les soins des pieds et des mains. Oui. Donc, dans chaque coin de rue, on trouve un salon de beauté où ils mentionnent spécialité, pédicure, manicure, soins des pieds. Et à chaque fois, on se demande lequel choisir, sur quels critères je dois rentrer ou pas dans ce salon de beauté. Donc, généralement, c'est des entreprises qui sont tenues de respecter certaines normes d'hygiène. Et ça, c'est très important pour pouvoir assurer leur service. Donc, il faut faire très attention. Avant de nous offrir une séance de manicure ou bien de pédicure chez un salon de beauté ou salon d'esthétique, comme on est en train de les appeler, donc il faut toujours s'assurer que ces derniers respectent les normes d'hygiène en vigueur, que ce soit par rapport à l'entretien de leur matériel, que ce soit sur l'utilisation aussi des machines, parce qu'il y a des machines à utiliser, mais aussi les lieux. Parce qu'on a beau avoir un lieu magnifique, bien décoré, avec une chaise bien à l'aise quand on s'installe, on nous propose même du thé, mais une fois qu'on va voir... On est bien reçu, c'est vrai. Dès qu'on voit le matériel, dès qu'on commence par avoir les petites lignes, déjà la couleur quand elle est bizarre, et enfin des petites taches de sang, fuyez mesdames. Il faut faire attention au matériel, il faut ouvrir les yeux, il ne faut pas être impressionné juste par la petite pose avec le thé, tout ça, oui. Voilà, exactement. Voilà, et la bonne musique. Parfois, on nous ensorcelle on nous endorme avec une douce musique. En réalité, on y va pour se relaxer. Donc, on ne prête pas attention à ce genre de petits détails. Je suis venue pour me relaxer. Donc, voilà mes mains, voilà mes pieds. Et puis, on a cette chose dans nos têtes, nous, les femmes algériennes, on se dit, aujourd'hui, j'ai décidé de faire mes ongles, je vais les faire, peu importe ce qui va se passer. Je vais les faire. Elle a décidé, je vais les faire. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut toujours se renseigner sur les services de l'Institut. On parle souvent qu'il y a des groupes, des pages où on pose les belles choses ou les mauvaises choses. Donc, souvent, je peux taper, par exemple, avant de prendre rendez-vous, d'abord, je vais essayer de voir les salons qui sont dans mon périmètre. Ensuite, je vais aller chercher sur Internet, je tape des mots-clés, l'adresse, et puis je pourrais lire les commentaires des personnes qui ont été avant chez eux. Initialement. Voilà, exactement. Au moins, les réseaux sociaux pourraient à ce moment-là servir positivement parce qu'on a des retours, même sur des pages qui n'ont rien à voir avec l'Institut, où il y a des coups de gueule ou coups de pouce. Ça dépend, coup de cœur, voilà. Voilà, tout simplement. Il y a aussi un critère sur lequel souvent on s'oublie, on choisit nos espaces de bien-être, c'est les tarifs. Donc les tarifications n'ont jamais été un critère pour
s'il nous propose un bon service ou pas. Je peux payer très cher alors que côté hygiénique c'est une catastrophe, comme je peux payer ce qu'il faut et je vais bien être reçu, je vais bien être traité, le matériel est propre, le salon est bien entretenu. Très important. Oui, exactement. Donc, il faut faire très, très attention. En fait, dès qu'on rentre, même après avoir lu les commentaires des personnes, une fois que je vais être sur place, je dois faire attention au moindre petit détail. Donc, la serviette qu'elle va nous mettre, parce qu'on nous pose une serviette, la petite bassine où on met de l'eau, dès qu'elle récupère les petits outils, où est-ce qu'elle les a ramenés? Est-ce qu'ils étaient exposés devant elle ou bien est-ce qu'ils étaient bien cachés dans une boîte hermétique ou une boîte qui est censée... Stérile, voilà. Ils ont des boîtes spécifiées pour leurs outils. Oui, parce que normalement, les outils doivent être stérilisés. Exactement. Même chez la coiffeuse, la brosse, elle doit être stérilisée. Exactement, bien sûr. Exactement, voilà, aussi chez la coiffeuse. Il faut faire très attention. Et puis, aussi, un autre point, pardon, Wahida, c'est de demander à chaque fois la date de péremption du produit. On n'a pas tendance à y penser, mais ça devrait être automatique. Dès qu'on arrive à l'institut, pour un soin pour les cheveux, pour le visage, pour les mains, ou autre, demandez toujours à voir l'emballage du produit et à lire la date de péremption. Justement, en fait, c'est très important. Parfois, elle nous dit oui, mais regardez, il va expirer en 2050. Mais après, si c'est écrit valable uniquement 6 mois après ouverture et que ça fait... Oui, c'est autre chose. Voilà. Surtout pour les ongles, en fait, tout à l'heure, on avait dit, une fois qu'elle lime, quand elle se met à limer, donc, et si le produit... Voilà, exactement, il y a du sang. Le produit, quand il n'est pas efficace, il n'est pas bien, si c'est pas propre, donc on risque d'avoir des mycoses, des champignons. Des infections, des panaries. Oui. Et on peut, en fait, c'est tellement grave que souvent on est orienté vers des médecins spécialistes pour nous traiter. On ne se rend pas compte. Elle, l'esthéticienne de peur, peut-être elle va continuer son travail, elle va le faire, mais au bout de 2-3 jours, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre ongle. Déjà, il commence par devenir tout rouge, la couleur, elle change. Ça devient souvent aussi chaud. Oui. On a l'impression qu'il est chaud. Oui, aussi. C'est la peau tout autour. On a l'impression que quand on le tient, on dirait qu'il la température, elle est de 50 degrés. En fait. Voilà. Oui. Et puis ça fait tellement mal, on sent le vécu. Ça fait tellement mal qu'on ne peut même pas le bouger. Donc là, il faut vraiment s'alarmer. Il faut aller voir un médecin spécialiste pour nous traiter et nous donner un traitement. Donc il faut aussi, très important, s'informer sur les techniques de désinfection du lieu et des outils. Parce qu'on peut avoir la machine pour désinfecter les outils, mais elle ne l'a jamais utilisée. D'ailleurs, on l'a poussiéreuse dans un coin. Voilà. Exactement. Parce qu'on lui demande lors de l'ouverture, on lui exige ça. Donc, du coup, elle se dit, en cas où j'aurai un contrôleur, au moins elle est là, mais elle ne sait même pas comment l'allumer ni l'éteindre. Ça m'était arrivé de demander alors, vous en servez? Je ne l'ai jamais utilisé. Malheureusement, oui. Alors qu'on est censé... Et comment elles nettoient leur matériel? Justement, là... elles utilisent du matériel jetable, comme la lime et tout. Non, jusqu'à ce que c'est du jetable. Les limes sont des jetables. Par contre, est-ce qu'ils les jettent justement après chaque utilisation? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Ça m'étonne parce qu'on a tous été dans un salon, on les voit, ils ont une petite corbeille où elles récupèrent directement. Plusieurs limes et elles remettent ensuite dans la même corbeille. Après, vous allez me corriger, docteur. Moi, ce que je leur exige à chaque fois, mettez un peu d'alcool. Je leur dis, mettez au moins un peu d'alcool. Donc, elles mettent de l'alcool. Je ne sais pas après si ça peut servir ou pas. Vous savez, il y a des désinfectants en spray. Oui, elles peuvent les désinfecter en spray. Elles n'en ont pas, en fait. Lorsqu'elles nous font la pose et tout, à un moment donné, elles ont besoin de l'alcool pour un peu matifier le vernis ou le gel. Donc, du coup, moi, je me dis, faisons avec les moyens du bord, je lui dis, allez, essaie de vaporiser un peu d'alcool sur les limes que tu vas utiliser pour éviter une infection, une contamination éventuelle. Vous savez, l'alcool, c'est un fixateur. Voilà. Il va fixer encore plus les... Il tue pas. Oui. Ça peut te rassurer, Wahida, mais à partir d'aujourd'hui, je pense que ce sera plus rassurant. Moi, j'ai arrêté, je vais vous dire pourquoi. Donc, il faut utiliser des désinfectants après chaque opération. Donc, il faut aussi faire très attention quand il y a un matériel jetable, il faut le jeter. Donc, essayer de lui faire la remarque. Il ne faut plus nahchmou. Oui. Ça concerne notre santé parce qu'on a... Oui, pourtant les limes, ça se vend en paquet. Exactement. C'est pas en paquet, c'est du jetable. Exactement. Oui. Donc, c'est des questions qu'il faut poser automatiquement. Dès que je rentre, dès que j'ai observé le lieu, les tarifs, je vais demander si les outils sont désinfectés ou pas.
comment vous utilisez, quelles sont vos méthodes de désinfection ou d'entretien de votre matériel. Ça, il faut que ça soit tous les jours systématique et automatique. Bien sûr, on parle souvent des personnes malades, des diabétiques, donc il faut vraiment éviter ce genre de salon. Un diabétique avec un panari, ça... Voilà, il vaut mieux aller voir un médecin spécialisé pour un traitement, pour des soins. Parce qu'en fait, les diabétiques, à un moment donné, en été, quand ils veulent mettre des chaussures adaptées pour l'été, ils se rendront compte que la couleur de leurs ongles a changé, elle blanchit. Et ils vont se dire, je vais aller chez une esthéticienne, elle va me les limer, elle va enlever la peau morte, comme on le dit, me faire des soins, penser le pied et tout. Mais par contre, ça peut être très, très dangereux pour une personne qui est diabétique. Donc, si on a la couleur de nos ongles qui a changé, qui a blanchi, ne serait-ce que d'un temps, il faut aller voir un médecin et non pas une esthéticienne. Donc, ça, c'est très important. Encore une fois, si ils ont le droit de faire aussi, ils peuvent faire des soins, mais chez eux, tout simplement. Donc, maintenant, on peut tout avoir. On peut acheter notre petit matériel chez soi pour faire nos propres pédicures, manicures avec des manuels. Et c'est très simple. Et c'est des prix abordables. Donc, on a pratiquement le même matériel qu'on peut retrouver dans un salon de beauté chez soi, en miniature. Donc, on peut très bien l'utiliser. Sinon, encore une fois, allez voir un médecin. J'insiste parce que je sais qu'on connaît tous des personnes diabétiques autour de nous. Les personnes diabétiques, oui, et puis les personnes diabétiques doivent avoir une hygiène de vie assez particulière, rigoureuse, surtout par rapport à leurs pieds. Se laver les pieds, surtout entre les orteils, et bien se sécher, mettre des chaussures orthopédiques, adaptées. Surtout en été. Pas de talons. Voilà, quand il fait chaud, il faut éviter de porter des chaussures à talons. Pas de talons du tout pour un diabétique, pas de chaussures serrées pour un diabétique, des chaussettes tous les jours. Régulièrement, si on a des pieds transpirants, donc essayez de les changer 2 fois par jour, voir si vous pouvez le faire 3 fois, faites-le. Donc il y a certaines personnes qui portent des bas ou des chaussettes qui sont cousues, donc il ne faut jamais avoir avec le trait de la couture pour pas sur les les orteils, parce que ça peut blesser un orteil, c'est clair. Oui. Voilà, et puis quand ils veulent par exemple mettre des sandales ou des nu-pieds comme on les appelle, donc il faut que ça soit adapté pour les personnes diabétiques pour qu'ils ne se blessent pas, parce qu'une toute petite blessure, ça peut vraiment les rendre malades, et au lieu de passer un été beau, donc ils vont... Ça peut être très grave, ça peut aller jusqu'à la bridge, la gangrène, et donc pour les diabétiques, il faut faire très attention. Très attention. Aussi, j'ai découvert un truc, Mounia, c'est que pour les personnes diabétiques, il y a des vernis spécifiés pour eux. Donc, on appelle ça des vernis aérés, et ils sont aussi utilisés par des personnes qui font la plongée sous-marine. D'accord. Donc ça, ils peuvent les chercher. Ils sont en vente en Algérie, j'ai confirmé ça. C'est très pratique, avec des prix vraiment abordables. Ils peuvent même aller les chercher chez les pharmaciens en pharmacie. Ils peuvent faire plaisir à... Voilà, pour faire son vernis, pourquoi pas, même si on est diabétique, on a le droit quand même d'avoir de jolis pieds. Et aussi rappeler que les diabétiques n'ont pas forcément beaucoup de sensibilité sur la plante des pieds. Donc ne marchez pas sur le sable chaud, évitez d'exposer vos pieds au soleil. Les brûlures arrivent très vite, et puis les diabétiques ne le sentent pas forcément, et à ce moment-là, ça peut se compliquer. Donc il faut faire très attention. Voilà. Merci, Rida. Avec plaisir, Mounia. Alors, dernière question, mesdames. Quel conseil donneriez-vous, d'abord vous, docteur, quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait peut-être sublimer un petit peu son visage ou se sublimer tout simplement grâce à la médecine esthétique? En fait, embellir son visage chez un médecin, c'est l'embellir au naturel. Donc, il y aura l'effet naturel. Même si elle ne veut pas dire qu'elle s'est fait injecter, elle pourra le dire à l'aise. Je suis belle, c'est ma nature. Et puis, il y a la certitude et il y a le suivi chez le médecin. Et donc, la confirmation du 100% de résultat n'existe pas au fait. On peut l'avoir, mais elle n'existe pas au fait. Et donc, aller chez le médecin, c'est beaucoup... aller chez le médecin directement, voilà. Voilà, non, au fait, il y a l'esthéticienne qui fait son travail aussi. Parfois, l'esthéticienne complète notre travail. Parfois, quand on fait certains soins, l'esthéticienne... Quel est le soin que l'esthéticienne peut justement appliquer? Comme la chute de cheveux, quand on traite, nous, la chute de cheveux, l'esthéticienne peut compléter notre travail. Avec quel acte, justement? Elle a des soins à faire sur le cuir chevelu, elle a des massages. Voilà, des actes, qu'elle pourra des actes superficiels, il faut le préciser, des actes superficiels, des massages, des masques. Parfois, moi j'ai une cicatrice que j'ai traitée qui va de la joue jusqu'au front, et comme on a traité, donc il y avait une brûlure, c'était un accident de la voie publique, il y avait une brûlure et une cicatrice suturée et tout, et donc on n'avait pas de sourcils. Moi j'ai traité la cicatrice, on a embelli la peau et tout, il fallait que l'esthéticienne vienne pour dessiner
le sourcil. Et donc là, on a contribué tous les deux à avoir un beau résultat. Et donc, si l'esthéticienne a sa place juste après le médecin, mais elle ne doit pas le dépasser. Voilà. Mais sinon, moi, ce que je donne comme conseil, oui, c'est bien de s'embellir, c'est bien de vieillir en beauté, pourquoi pas, c'est bien de estomper ses rides, c'est bien de... déjà, la femme, le fait de lui dire « vous êtes belle, toujours jeune, le beau teint que vous avez bonne mine », ça la rassure. C'est dans notre nature, nous les femmes. Et donc, oui, je suis pour l'esthétique et l'acte médical esthétique, sans exagérer. Voilà, sans exagération. Et bien sûr, chez un médecin, quand il s'agit d'un acte médical chez le médecin, l'esthéticienne a aussi ses traitements, on va dire, ou autres traitements, on va dire, pour des soins, voilà, des massages, des masques, ce genre de choses, d'accord, mais pas plus. Et il y a aussi la patience. Les patientes, des fois, elles doivent être patientes, elles doivent écouter le médecin, parce que parfois, pour un petit relâchement, elles décident de faire toute une chirurgie. À l'âge de 40 ans, on ne fait pas une chirurgie plastique du visage à l'âge de 40 ans, c'est trop tôt. Alors un petit relâchement, on peut le traiter, on peut l'accepter, on peut le traiter, même s'il reste un petit peu, on peut l'accepter pendant quelques années. Le temps d'y arriver à 55 ans, à 60 ans, là où l'acte chirurgical est permis et c'est sa place aussi. Et on peut toujours avoir une bonne hygiène de vie pour éviter un relâchement ou quoi que ce soit d'autre. La crème hydratante, l'alimentation, l'hydratation naturelle, l'eau. L'alimentation déjà contribue énormément à avoir un beau teint, un traitement anti-relâchement et tout. L'alimentation, c'est pour ça presque tous les médecins esthétiques sont aussi nutritionnistes. Ouais. Voilà. Très bien. Oui, coach Khadija, alors quel conseil? Déjà rappeler à toutes les femmes qu'elles sont toutes belles et toutes uniques. Elles n'ont pas besoin d'être toutes adaptées aux prototypes qu'on nous véhicule. On n'est pas obligé de toutes se ressembler. Aussi. Et ne pas surtout avoir les mêmes traits de beauté sur le visage. Elle est où la différence? Voilà. De s'accepter soi-même, de ne pas être dans la comparaison constante et d'aller venir chez moi, la coach ou bien chez le psychologue pour voir réellement si vous avez ce besoin-là ou bien c'est juste revenir sur certains besoins psychologiques. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, Wahida, c'est la dernière de la saison estivale, c'est la dernière. Donc, merci pour tout ce que tu as apporté à l'émission. Merci pour toutes ces rubriques, avec toutes ces informations. Merci pour tout le travail que tu as effectué jusqu'à aujourd'hui. Et je te laisse le dernier mot de la fin. Ce fut une année agréable, remplie de belles choses, de belles rencontres. Donc, on a beaucoup appris avec nos invités. Franchement, j'espère qu'on a servi un peu et qu'on a éveillé nos téléspectateurs et qu'on a un peu réussi à leur apprendre quelque chose. Voilà. Merci encore. Alors, je rappelle docteur Warda Soror Chorfa, vous êtes docteur en médecine esthétique. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, merci, c'était agréable. Merci. Coach Khadija Boukhentari, vous êtes coach de vie et de conscience. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, Mounia, et merci à toute l'équipe de Canal Algérie. Et surtout, acceptez-vous comme vous êtes. Voilà. Vous êtes déjà assez bien. Vous êtes parfait. Très bien. Quant à moi, je vous dis bonne fin de journée. On se retrouve à la rentrée, Inch'Allah. Donc, bonnes vacances, bonne fin de vacances. Et à la rentrée, Inch'Allah. Allez, au revoir.